Berlin, 1936. L'Allemagne et le Japon s'apprêtent à entrer en guerre contre le monde. Cette guerre de conquête va en cacher une autre, celle du contrôle d'une ressource stratégique, le pétrole. Pour l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale, tout fonctionne au pétrole. Celui qui a le pétrole va gagner la guerre. Un tank consomme 400 litres au 100 km. Un bombardier brûle pas loin de 1000 litres à l'heure. Quant aux navires de guerre, ils engloutissent 5 tonnes de mazout au kilomètre. On n'est pas dans un monde de l'économie d'énergie. On est dans un monde qui brûle à tout va. Comme un fusil sans munitions, sans carburant, ces forces sont inutiles. La Seconde Guerre mondiale est une course vers les gisements de pétrole. Elle mènera l'armée d'Hitler dans la boue des steppes russes et sur les sommets du Caucase. À la poursuite de l'or noir, les Japonais se lanceront dans une attaque surprise. Elle conduira les États-Unis à entrer en guerre à Pearl Harbor. On a 1 an et demi de réserve pétrolière, on joue le tout pour le tout. Le manque de carburant poussera les armées à des choix extrêmes. C'est là-dessus qu'a commencé le concept des kamikazes. L'or noir va être à l'origine de prouesses logistiques, comme le premier oléoduc sous-marin. Je vois des remorqueurs qui arrivent avec une énorme bobine. Elle faisait au moins 10 mètres de diamètre, il y en avait bien 5 mètres au-dessus de l'eau. Les raffineries de l'Axe vont devenir une cible. Leur destruction, un objectif prioritaire du camp allié. Intégrer le pétrole dans son champ de pensée a été un moteur de la victoire. Objet de convoitise pour les deux camps, âprement disputé, le pétrole est aussi une arme supplémentaire aux mains des belligérants. Sa maîtrise va guider les choix des stratèges. Des champs de bataille aux champs d'extraction. Voici comment le pétrole a changé le cours de la guerre. En 1939, 6 réserves de pétrole sont principalement exploitées dans le monde. Les 2 tiers du pétrole mondial proviennent du sud et de l'ouest des États-Unis, au Texas et en Californie. Les puits roumains de Ploesti constituent la plus grande source de brut au centre du continent européen. Plus à l'est, la région de Bakou est un immense réservoir de pétrole à ciel ouvert, sous domination soviétique. Au Moyen-Orient, les réserves d'Iran et d'Irak sont sous influence britannique. Dans le Pacifique, les champs pétrolifères de Java, Sumatra et Bornéo sont contrôlés par les Néerlandais. Les plus grands gisements sont aux mains des Alliés. Les puissances de l'Axe, Italie, Japon et Allemagne, ne possèdent aucun puits sur leur sol. Pour eux, ils vont être un objectif de conquête. Lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en 1933, l'Allemagne est en crise. Elle est rongée par le chômage. Le Führer lance de grands chantiers pour redresser l'économie. Il construit des autobahns, des autoroutes à 4 voies, pour relier les grandes villes. À Berlin, en 1937, Hitler admire les dernières innovations au salon de l'automobile. Hitler est un passionné à la fois de moteurs, tous les moteurs. Il était même capable de suggérer des améliorations, il l'a fait à de nombreuses reprises. Il disait, de toute façon, un pays qui n'est pas capable de faire des voitures de course correctes ne pourra jamais gagner une guerre. Une Allemagne portée par les roues et les moteurs. C'est la vision d'Hitler pour un empire qui doit durer, selon lui, 1000 ans. Mais pour alimenter la machine de guerre, le Reich manque d'une ressource capitale. Le pétrole est quasiment absent de son sous-sol. L'Allemagne produit un peu de brut sur son sol, qui doit être de l'ordre de 700 000 tonnes de brut par an. Elle importe tout le reste des États-Unis et du bassin des Caraïbes. Donc en cas de guerre, elle est privée de carburant du jour au lendemain. Cette faiblesse va néanmoins l'inciter à partir au combat. Le Führer rêve d'une Allemagne autarcique. Il donne 18 mois à son ministre de l'Air, Hermann Göring, pour trouver du carburant pour le Reich.
La production d'essence est une priorité. Elle doit être entreprise avec le même niveau d'engagement que la conduite d'une guerre. Hermann Göring est un chef d'entreprise très proche des industriels allemands. Il va les convoquer, il va leur dire, messieurs, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est l'autosuffisance en carburant et en lubrifiant. À vous de jouer. Karl Krauch a un rôle déterminant. C'est le patron du numéro 1 mondial de la chimie, IG Farben. Son entreprise est liée depuis 1927 à l'American Standard Oil, plus grande compagnie pétrolière au monde. Ensemble, ils ont développé un procédé révolutionnaire. Fabriquer du pétrole à partir du charbon. L'Allemagne a beaucoup de charbon. Elle a les laboratoires, les ingénieurs pour mettre au point des usines et adapter les procédés à la transformation du charbon en pétrole. Le principe, réduire le charbon en poudre, le transformer en gaz, puis le liquéfier sous haute pression. Cette essence de synthèse a des caractéristiques identiques à celles obtenues à partir du raffinage du pétrole. C'est quelque chose qui est très coûteux au niveau énergétique. Donc je dirais que dans une économie ordinaire, ça n'est pas rentable. Peu importe le prix, l'Allemagne sera bientôt en guerre. Hitler voit dans cette technologie l'une des clés de son autonomie énergétique. Il expose sa vision au directeur d'IG Farben, Karl Krauch. L'essence pour moteur doit devenir une réalité. Même si c'est au prix de sacrifices, il faut continuer l'hydrogénation du charbon. Aussitôt, IG Farben lance la construction d'usines dans tout le Reich. Mais ce sont des monstres qui consomment une quantité d'acier et d'énergie gigantesque et qui transforment, sans trop tenir compte du prix, la houille en carburant avion d'un côté et diesel et graisse de l'autre. L'entreprise a fait ses comptes. Il lui faut 1 an pour fournir 1 million de tonnes de produits pétroliers. Cela correspond à la totalité des besoins de l'aviation. Mais aux 2 tiers seulement de ceux de l'armée de terre. Hitler peut-il attendre ? Il a déjà annexé l'Autriche en mars 1938. Malgré son manque de carburant, il passe à l'étape suivante, avec une tactique basée sur la vitesse et la surprise. L'armée allemande franchit sans prévenir la frontière polonaise en septembre 1939. Aviation et artillerie pilonnent sans relâche. C'est le début officiel de la Seconde Guerre mondiale. Pour Hitler, la vitesse est une arme. C'est la Blitzkrieg, la guerre éclair. C'est la condition de la réussite. Son armée n'a que 6 mois d'essence d'avion en réserve. Même chose pour les blindés. Après, c'est la panne sèche. Il faut remporter la victoire très rapidement, de façon brusquée, pour que ça ne traîne pas, parce que si ça traîne, évidemment, on consomme beaucoup trop de pétrole. Ces divisions blindées de Panzer, ça bouffait énormément d'essence. Une division, 3000 litres au kilomètre, ça fait beaucoup quand même. Plus tard, quand il n'y aura pas de bonne route, ça ne sera pas 3000, ça sera 5000. La bataille de Pologne va durer 1 mois, puis ce sera au tour de la Belgique, qui tombe en 18 jours. Les Pays-Bas, en 1 semaine. Fin juin, les nazis sont à Paris. C'est la débâcle pour l'armée française. Sous l'effet combiné des canons, des chars et de l'aviation, les adversaires de l'Allemagne sont balayés. Mais le pétrole risque de manquer. Si sur les images de propagande allemande, les unités mises en avant sont les plus mobiles, les blindés, les avions, le reste de l'armée, pour économiser le carburant, avance à pied ou à bicyclette. L'artillerie est même tractée par des chevaux. Ils ont un noyau extrêmement mobile, à base de divisions blindées, de divisions motorisées, mais c'est une tête d'épingle par rapport à l'ensemble de l'armée. Le reste de l'armée reste essentiellement hippomobile. On avance à la vitesse du cheval. La force des stratèges allemands, ça va être d'arriver à faire fonctionner ces 2 armées qui ne vont pas au même rythme. C'est que depuis quelques mois, les États-Unis, sous la pression de Roosevelt, ont quitté le statut de neutralité.
le principal fournisseur du Reich en pétrole jusqu'en 1939 a coupé les vannes. L'entrée en guerre est une mauvaise nouvelle pour l'économie pétrolière allemande puisque ça interrompt brutalement toutes les importations de brut des États-Unis et des Caraïbes. Donc du jour au lendemain, l'Allemagne est privée de plus de la moitié de ses ressources de carburant, l'autre moitié étant grosso modo son carburant synthétique et les champs de pétrole brut du nord de l'Allemagne et de l'Autriche. Le manque de carburant oblige à réduire le nombre de véhicules utilisés. 10 divisions blindées, une demi-douzaine de divisions d'infanterie motorisée et la Luftwaffe, l'arme aérienne. C'est tout ce que l'économie allemande est en mesure de motoriser. Et ça tombe bien, puisque ça correspond à une économie pétrolière qui est réduite du fait de l'embargo. La Wehrmacht continue sa progression. Plus les distances s'allongent, plus les besoins en carburant augmentent. Pour le producteur d'essence synthétique Karl Krauch, le patron d'IG Farben, il est urgent d'alerter l'état-major allemand. Si les besoins de la Wehrmacht continuent d'augmenter à ce rythme, IG Farben ne pourra jamais produire assez d'essence de synthèse pour répondre à la demande. En attendant de trouver une solution durable, Hitler donne l'ordre à la Wehrmacht de capturer les stocks des pays conquis. C'est le cas en France, où elle saisit 2 millions de barils d'essence. Les Allemands iront même plus loin, en allant chercher le pétrole à sa source, dans l'un des rares gisements français exploités à cette époque en Alsace, à Merkwiller-Pechelbronn. De cette période méconnue, il reste encore des traces. Jusqu'en 1940, ces ruines étaient l'un des fleurons de l'industrie pétrolière française. Une poignée de passionnés continue d'entretenir sa mémoire. Comme toutes les raffineries, elle avait des tours de refroidissement, des cheminées énormes, et puis aussi des tours de raffinage, c'est-à-dire des grands silos très hauts. Et ça fumait de partout, ça sentait le pétrole à des kilomètres. Et tout ça a été intégré dans le village de Merkwiller. Lors de la débâcle de mai 40, les Français ont laissé la raffinerie presque intacte. Les Allemands n'ont qu'à se servir. Ce sont des techniciens et des ingénieurs allemands qui sont arrivés ici, accompagnés des militaires évidemment. Et donc ils ont tout de suite mis en activité la raffinerie qui avait été plus ou moins sabotée par le départ des Français. 3000 ouvriers travailleront à l'extraction et au raffinage du brut au profit du Reich. Un maillon de son économie de guerre, célébré par les autorités allemandes. Les gens faisaient des défilés du 1er mai où les gens étaient obligés, avec un drapeau SS, des tribunes, et on venait raconter que l'Allemagne était la plus forte et qu'il fallait travailler pour l'Allemagne, etc. C'était quand même le régime nazi qui avait mis la main sur l'économie de Pechelbronn. La raffinerie va fournir 70 000 tonnes de produits pétroliers par an, en grande partie pour l'armée d'occupation en France. Mais dans sa soif de pétrole, Hitler vise déjà d'autres objectifs. Il va mettre la main sur le gisement de Ploiești, en Roumanie. La guerre dure déjà depuis plus d'1 an, et l'état-major a fait ses calculs. Si le conflit continue à ce rythme, il va manquer 8 millions de tonnes de brut au Reich dès 1942. Le pétrole de Ploiești est indispensable. Cette fois, Hitler n'a pas besoin de faire la guerre. Au fond, quel est l'événement qui permet à Hitler d'accrocher complètement la Roumanie à son char? C'est l'effondrement de la France. La France, protectrice, garante des frontières, n'est plus en mesure de jouer son rôle. Donc, très vite, ça va être un jeu d'enfant pour Hitler que d'amener les Roumains dans son camp. Hitler s'impose comme le nouveau protecteur de la Roumanie. Il soutient le dictateur local, Ion Antonescu, et s'assure sans combattre de nouvelles réserves en carburant. C'est un accord de troc. L'Allemagne équipe toute l'armée roumaine et en échange, eh bien, la Roumanie fournit tous les besoins du Reich en pétrole. 6 millions de tonnes de brut sortent des puits roumains tous les ans.
la production sera totalement réservée au Reich. L'ambassadeur du Reich en Roumanie conclura: Nous avons transformé la Roumanie en station-service pour l'effort de guerre allemand. En 1941, Hitler a mis l'Europe à genoux. Seul le Royaume-Uni lui résiste. Le pétrole de Ploesti lui assure la moitié de ses besoins en carburant. L'autre moitié est fournie par IG Farben et son essence synthétique. Il va poursuivre ses rêves de conquête. La quête du pétrole, c'est aussi l'obsession du Japon, l'allié de l'Allemagne dans le Pacifique. Le Japon n'a aucune réserve en sous-sol. Son empereur Hirohito en a un besoin vital. Lui aussi rêve d'étendre son territoire. Depuis 10 ans, il mène la guerre en Chine, où il espère trouver de l'or noir. Les ingénieurs japonais de l'industrie pétrolière suivent l'armée japonaise en Chine et ils vont procéder à quelques forages, toujours décevants. À l'époque, on ne sait pas qu'il y a du pétrole en Chine. On ne le saura que dans les années 60, véritablement. Mais ils pensaient que peut-être ça pourrait résoudre leurs problèmes. La guerre en Chine est d'une rare violence. Les États-Unis ne peuvent rester sans réaction. En août 1941, le président Roosevelt décrète un embargo total sur le pétrole à destination de l'Empire japonais. Il se retrouve avec une campagne majeure et qui va bientôt devoir s'arrêter, faute d'essence. En pleine conquête de l'immense territoire chinois, l'amiral Isoroku Yamamoto, commandant des forces navales, s'inquiète. Si les livraisons de brut s'arrêtent, nous pouvons nous battre 1 an. Ensuite, je ne sais pas. Le président Roosevelt, il se dit, ça va dissuader les Japonais en leur montrant qui est le patron. C'est moi le patron du pétrole. Si je coupe les robinets californiens, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et ça va les amener à réfléchir et peut-être à évacuer la Chine. Ça a été l'argument massu qui a finalement permis à la marine japonaise d'imposer sa solution et de se dire, voyons voir, on a 1 an et demi de réserve pétrolière, on joue le tout pour le tout. Les Japonais ripostent à l'embargo. Ils veulent désormais s'emparer des plus grands gisements du Pacifique à 5000 km de leur côte. Leur nouvelle cible, Sumatra, Java, Bornéo. Puiser dans ces réserves est une question de survie pour les Japonais. Mais le déploiement de la flotte américaine présente dans le Pacifique est un obstacle. Ils doivent détruire sa base dans les îles d'Hawaï, à Pearl Harbor. Nous sommes le 7 décembre 1941, à l'aube. Dans le plus grand secret, 6 porte-avions japonais et leur escorte ont mis cap à l'est pour une attaque qui va tout faire basculer. Avec cette action, ils savent qu'ils provoqueront l'entrée des États-Unis dans la guerre mondiale. C'est le prix de l'accès à l'or noir. L'amiral Isoroku Yamamoto, qui a organisé l'attaque, craint que le Japon n'ait pas le dessus bien longtemps. L'amiral Yamamoto, il a été attaché naval à Washington. Et lui a une estimation très précise de ce que vaut potentiellement l'armée et la marine américaine. Combattre les États-Unis revient à combattre le monde entier. Mais cela a été décidé, je ferai de mon mieux. À 6 heures, 350 avions décollent des porte-avions japonais. Une première vague cible les navires ancrés dans la baie. Elle en détruit 8. L'USS Arizona sombre avec 1000 marins pris au piège dans sa coque. Une deuxième vague attaque le terrain d'aviation. Elle met 400 appareils hors d'état. L'attaque fait 2300 morts. La base américaine est en flammes.
Le commandant de l'expédition a dit « Bon, ça suffit, on a fait assez de dégâts comme ça, on n'a pas été repéré, c'est très bien. La troisième vague, on ne l'envoie pas. » Cette troisième vague aurait tout changé. Les Japonais renoncent à détruire les stocks de mazout américains. Il y avait là 4 millions de barils qui auraient pu être percés par les mitrailleuses des avions. 3 ou 4 de ces balles explosives, ça aurait fait sauter l'ensemble des réservoirs. Et à ce moment-là, la marine américaine, faute de carburant, n'aurait pas pu se maintenir à Pearl Harbor et serait revenue sur la côte pacifique en Californie. Sans cette erreur, l'état-major américain a estimé que la guerre du Pacifique aurait duré 2 ans de plus. En attendant que la base soit remise en état, les soldats japonais sont parachutés au-dessus des champs de pétrole de Bornéo, Java, Sumatra. Ils remettront les raffineries en marche. Elles produiront de l'essence pour l'Empire. Une ressource illimitée qui doit lui permettre de continuer son expansion. En apparence, la victoire est totale. Mais l'amiral Yamamoto ne se fait guère d'illusions sur la suite. Quiconque a vu les usines d'automobiles de Détroit ou les champs de pétrole du Texas sait que le Japon n'a pas les moyens d'une guerre navale contre les États-Unis. Les États-Unis sont la première puissance pétrolière au monde et la première puissance industrielle. Le modèle de production d'Henry Ford donne aux usines des rendements inégalés. L'or noir fait partie de l'histoire des États-Unis depuis le 19e siècle, quand les premiers colons ont découvert du pétrole. C'est en tout cas ce que raconte ce film de propagande, réalisé par le Bureau des mines américain. Early American Indians used the oil that they found as a medicine and ointment. The oil industry quickly found its stride in the suddenly stepped-up tempo of progress. Cette industrie pétrolière hautement stratégique procure un avantage considérable dans la guerre contre le Japon et l'Allemagne. Dès le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, Roosevelt mobilise le pays. We will gain the inevitable triumph, so help us God. Il confie à un de ses proches, Harold Ickes, secrétaire d'État à l'Intérieur, une lourde tâche: coordonner la politique pétrolière des États-Unis. Son premier chantier, faire en sorte que les industriels travaillent bien dans l'intérêt américain. Gouvernement et société se regardent un peu en chien de faïence, d'autant plus qu'au tout début de la guerre, en 1939, ces industriels jouent un jeu un petit peu trouble avec Hitler. L'américaine Standard Oil et l'allemande IG Farben sont liées depuis les années 30. Elles ont développé, entre autres, la technique pour transformer le charbon en pétrole, celle qu'Hitler utilise pour alimenter son armée en carburant. L'une des très grandes réussites de Roosevelt, ça va être de parvenir à convaincre les industriels de jouer le jeu de l'effort de guerre. Les investissements productifs sont défiscalisés. Et évidemment, cela va inciter les industriels à augmenter leur production, ouvrir de nouveaux gisements, construire de nouvelles raffineries, construire des oléoducs. Les Américains doivent faire vite. Les sous-marins d'Hitler mènent bataille dans l'Atlantique, au plus près des côtes des États-Unis. Ils coulent les tankers, les navires pétroliers, qui font route entre les zones d'extraction et les zones de raffinage. Début 1942, les États-Unis perdent ainsi 50 pétroliers. Le premier producteur mondial de pétrole se trouve dans une incroyable situation. La moitié est des États-Unis va manquer d'essence. Harold Ickes s'adresse à la population. We are working intensively on this. We must build more pipelines and tankers and find other methods of transportation to substitute for the tankers drafted for the Battle of the Atlantic. La mer est devenue dangereuse. Les sous-marins allemands rôdent près des côtes. C'est donc par la terre qu'il faut transporter le pétrole. La construction d'un oléoduc colossal est lancée. Il va traverser sur 2000 km les États-Unis, du nord au sud. Son nom,
Big Inch, c'est-à-dire grand pouce. Référence à son diamètre, 20 pouces ou 50 cm. C'est un chantier à l'américaine. Il faudra plus de 20 000 wagons pour amener tous les tubes et 16 000 hommes travaillent sur le chantier. Rien n'arrête le Léoduc. Il traverse forêts, lacs. Un an plus tard, il fournit 600 000 barils par jour, 6 fois plus que par tanker. Dans le même temps, les Américains remplacent à la chaîne les bateaux coulés dans l'Atlantique, en un temps record. Les Américains ont construit un petit peu moins de 700 pétroliers pendant la guerre, ce qui nous faisait une cadence assez considérable d'une vingtaine de pétroliers par mois qui sortent des chantiers navals. Dès mi-42, la production dépasse le nombre de pétroliers coulés par les Allemands. Ah, c'est toute la stratégie de Roosevelt. C'est le Victory Programme, c'est l'idée de noyer l'ennemi sous une telle masse d'armement, de moyens, que la victoire est inéluctable. L'industrie de guerre américaine tourne désormais à plein régime. Grâce au pétrole, ils auront l'avantage dans les combats à mener sur 2 fronts. Dans le Pacifique, contre le Japon, et bientôt en Europe, contre Hitler. En 1941, Hitler est maître de l'Europe. Le Führer peut désormais se lancer dans le projet de ses rêves, établir le Grand Reich. Il lui faut pour cela détruire l'Union soviétique et s'emparer de ses richesses infinies. Il dispose de sa production d'essence synthétique en Allemagne et du pétrole de Ploiești en Roumanie. En engageant ses armées à l'Est, il veut se saisir des gigantesques gisements du Caucase. Le plus important, Bakou, en Union soviétique. Son idée, c'était l'armée soviétique est en très mauvais état. Hitler se disait, avec tout ça, il suffira d'un choc et, dit-il, toute la baraque s'écroulera. Hitler est obsédé par le Caucase et ses champs de pétrole à ciel ouvert. Un pétrole si simple à extraire. L'état-major allemand avait fait le calcul. Si la guerre continue, il va nous manquer 120 000 tonnes de carburant chaque mois. Le pétrole du Caucase est indispensable. L'allié d'Hitler, le dictateur roumain Ion Antonescu, l'avait aussi encouragé. Une attaque contre l'URSS offre le bénéfice d'éliminer le danger slave et ouvre la route vers les champs de pétrole de Bakou. Une route qui passe par la chute de Moscou. En décembre 1941, Hitler approche de la capitale soviétique. Il compte réduire à néant l'armée de son rival, Joseph Staline. Hitler a contre lui l'immense territoire russe. Les distances à parcourir sont énormes. Le matériel souffre. Pour les moteurs, pour les chars, c'est un supplice. Parce que les routes sont dans un état lamentable. Des tanks qui faisaient 150 km à toute allure, il fallait changer les moteurs et une fois qu'ils ont fait 200 km, il faut changer les chenilles. La météo russe est un adversaire redoutable. Les pluies, la boue, puis la neige. Les températures chutent. Des chevaux allemands à moins 30 ou à moins 40, parce que ça soufflait de la Sibérie, ils crevaient, qu'est-ce que vous voulez qu'on faire autrement? Et les Panzers aussi, ça gelait. Il fallait allumer des feux sous les moteurs pour les faire repartir, pour les faire dégeler, mais c'est pas une bonne idée d'allumer ou alors, il fallait qu'ils ne s'arrêtent jamais. Mais à ce moment-là, évidemment, vous avez un problème de carburant. 1 million de soldats dans la bataille. 120 divisions. 5000 litres par kilomètre pour une division. Les nazis n'ont jamais autant eu besoin de carburant pour avancer. Comment l'acheminer? C'est un va-et-vient permanent de trains-citernes, souvent volés à l'ennemi. Quand il n'y a plus de rails, c'est par les airs que sont livrés au compte-gouttes carburant et ravitaillement.
Après un mois de bataille, le froid, la violence des combats, les nazis sont stoppés. Les chars n'ont plus d'essence. L'état-major transmet au Führer. Nous avons atteint la fin de nos ressources en hommes et en matériel. Les Allemands n'ont plus le choix. Ils décident de mener l'offensive plus au sud, dans le Caucase. Hitler a un besoin vital du pétrole de Bakou. Les mois suivants, ses armées s'approchent du Kouban. C'est une région de plaine, beaucoup plus facile à conquérir. Les Allemands parviennent à s'emparer de Rostov, à prendre le Kouban et à s'enfoncer dans cette immensité toujours plus vers le sud. Et en fait, il n'y a aucune grande bataille dans le Caucase. Les Allemands arrivent jusqu'au premier puits de pétrole Maïkop. Sur place, ils font un terrible constat. Les Russes ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Catastrophe. Les Soviétiques ont détruit toutes les superstructures au-dessus du sol et surtout, ils ont comblé les puits les plus productifs. Ils ont précipité des milliers de tonnes de ferraille. Tout ce qu'ils ont pu trouver, ils sont allés chercher les tracteurs et les moissonneuses-batteuses des kolkhozes qui se trouvaient autour pour les balancer dans les puits, couler du béton par-dessus. C'est un travail de titan. Les actualités britanniques, avec des images capturées aux Allemands, racontent. Capture by the Nazis of a Caucasian oil field turns out to be a hollow victory. The Russians have applied the scorched earth policy, and the prize for Hitler's oil prospectors is a blazing ruin. Leur dernière chance, poursuivre la route vers Bakou en traversant les montagnes du Caucase. Les sommets culminent à plus de 5000 mètres. C'est un terrain très difficile. La résistance russe en profite. Les nazis sont stoppés. Au même moment, à 1000 km au nord, à Stalingrad, c'est le tournant de la guerre. Et bientôt, la première grande défaite pour Hitler. Les Allemands sont enlisés dans une guérilla urbaine depuis 6 mois. Les Russes ont l'avantage. Le général von Manstein, qui dirige cette bataille, contacte Hitler. Il faut lâcher le Caucase pour lui venir en aide. Le Führer refuse net. C'est la question de la possession de Bakou, maréchal. Sans le pétrole de cette région, la guerre est perdue. Ils sont écartelés entre deux objectifs. Et ils vont perdre, évidemment, des deux côtés. Battu, Hitler évacue la Russie. Les Soviétiques remportent une bataille stratégique majeure. Le régime nazi ne peut désormais compter que sur ses propres réserves de pétrole. La guerre mondiale a commencé il y a 3 ans. Celle du pétrole entre dans une nouvelle phase décisive. À Casablanca, au Maroc, le 14 janvier 1943, le président américain Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill fixent la stratégie des Alliés pour les prochains mois. Il faut détruire toutes les installations pétrolières allemandes. Dès 1937, par exemple, les stratèges britanniques ont identifié les usines de pétrole synthétique allemandes comme des objectifs absolument prioritaires en cas de guerre. Les Alliés s'entendent pour frapper la principale raffinerie du Reich, située en Roumanie à Ploiești. Celle qui fournit désormais la moitié du pétrole au régime nazi. Selon le Britannique Winston Churchill, le pétrole de Ploiești est le socle de la puissance allemande. L'US Air Force décolle de sa base de Benghazi en Libye le 1er août 1943. L'Américain Robert Sternfels, ici à gauche, est le pilote du B-24 Liberator Sandman. Il est l'un des 178 bombardiers qui s'envolent pour priver Hitler du pétrole roumain. L'opération est une attaque surprise. Les avions volent à basse altitude pour éviter d'être repérés.
fois à 60 mètres, 450 km/h. Quand les appareils approchent la raffinerie, ils lâchent des tonnes de bombes. Le pilote Robert Sternfels le racontera dans ses mémoires. Je ne pouvais plus voir le sol à cause de la fumée. Nous étions comme des canards dans un champ de tir. Les Allemands ripostent. La flak, les canons anti-aériens descendent des bombardiers par dizaines. Ils ont transformé ce site essentiel en forteresse. La flak, la DC allemande, est extrêmement puissante. 300 tubes ultra modernes. Et c'est un massacre. Ils perdent 35% de leurs appareils. 90 appareils, 300 hommes. Le Sandman de Robert Sternfels s'en sort miraculeusement, malgré la perte d'un moteur. Ils vont quand même faire du mal. Beaucoup de mal à Ploesti. Les Allemands vont accuser le coup et ça va un peu plus diminuer leur réserve de carburant. 2 raffineries sur 9 sont complètement détruites. Les autres, largement endommagées. Elles vont brûler pendant des semaines. Le pilote Robert Sternfels conclut « Ploesti était le premier jour de la fin de la guerre. Nous avons refusé à Hitler une partie du carburant dont il avait besoin pour fonctionner. » Après cette mission, Britanniques et Américains vont suspendre les bombardements massifs pendant de longs mois. Ils vont maintenant se concentrer sur l'une des plus importantes opérations militaires du XXe siècle, le débarquement en Normandie, en juin 1944. Là encore, la question du carburant va être cruciale. Les Alliés se préparent à débarquer en France avec des ressources en pétrole illimitées. La priorité, organiser son acheminement. L'une des clés de la réussite. Depuis maintenant 2 ans, 175 000 tonnes de matériel arrivent chaque mois des États-Unis en Angleterre, en prévision du débarquement. La moitié est constituée par le carburant. En termes de volume, c'est plus de 400 000 pages de documents qui ont été écrits avant le débarquement pour simplement préparer la dimension logistique. Au niveau stratégique, les Américains ont en tête la logistique en permanence. Le commandant suprême des forces alliées est le général Dwight Eisenhower. Il écrit dans ses mémoires. Il n'est pas difficile de trouver des exemples de batailles et même de guerres gagnées ou perdues à cause de la logistique. L'essentiel, c'est qu'au moment où on déclenche l'offensive, on a à portée de main tout ce qu'il va falloir pour la nourrir. À l'aube du 6 juin 1944, les soldats quittent les côtes anglaises pour débarquer en Normandie. Toute la nuit, les navires de guerre ont bombardé les défenses allemandes sur la côte. Ils établissent une fragile tête de pont sur les plages normandes pour l'arrivée des renforts. Dans les 3 mois qui suivent, 1,5 million d'hommes et 3 millions de tonnes de ravitaillement doivent débarquer. Les Alliés ont 440 000 blindés et véhicules à alimenter. Tous les jours, il faut 14 000 tonnes de carburant pour mener la guerre en Europe. Le défi est immense. Le pétrole arrive dans des jerrycans, dans des fûts qui sont débarqués donc, manuellement depuis les cargos. On va également utiliser des petits navires de pêche et les pêcheurs français se mettront au service des Américains pour décharger des fûts. Chaque GI qui débarque en Normandie, c'est 35 kilos de ravitaillement qui doivent suivre, dont la moitié d'essence. La plage sert de zone de stockage. Très vite, le mauvais temps rend les opérations impossibles. Les vagues envoient par le fond des milliers de tonnes de matériel. Les Alliés ont besoin d'un port en eau profonde capable d'accueillir un flot continu de navires ravitailleurs. Ils vont le trouver à 60 km des plages du débarquement. À Cherbourg. Le 24 juin, la ville est libérée. Sarrad est l'une des plus vastes au monde. Ses
Ces bassins vont accueillir le matériel de guerre américain et le précieux carburant. Plus à l'ouest, la digue de Kerqueville mesure 1200 mètres. Elle va devenir le terminal pétrolier. Francis Postel avait 16 ans à l'époque. La parcourir avec lui, c'est faire un bond dans l'histoire. Il est arrivé des pétroliers, et ces pétroliers accostaient, et le génie américain avait construit 7 tuyaux. Ça venait jusque-là. 7 tuyaux les uns auprès des autres. Il les protégeait avec une sorte de goudron, et c'est les traces qui sont restées. Il se souvient avec émotion des longues semaines passées à décharger les bateaux alliés, les Liberty Ships, arrivant d'Angleterre. Les Liberty Ships, au début, ne pouvaient pas entrer dans le bassin du commerce. Donc, ils restaient en grande rade. Et il y avait des barges. Les remorqueurs amenaient les barges le long des Liberty Ships. Le matériel était chargé sur les barges. Et les grues nous descendaient des filets. Et hop, il y avait le gars sur le quai qui faisait signe à la grue de remonter et d'aller débarquer de nouveau dans les camions. Cherbourg doit offrir 13 000 tonnes par jour de ravitaillement. Donc à chaque niveau, on encourage à battre des records. Nous étions là pour travailler 8 heures, mais nous arrivait de travailler 16 heures. 16 heures, parce qu'il fallait débarquer. Il en faut toujours plus. Pour compléter le dispositif américain, les Britanniques ont prévu leur propre système de ravitaillement. Et alors un matin, en fin de matinée, je vois des remorqueurs qui arrivent avec une énorme bobine. C'est vrai, je sais pas moi. Elle faisait au moins 10 mètres de diamètre, il y en avait bien 5 mètres au-dessus de l'eau. Je me demandais ce que c'était et après, j'ai appris que c'était Pluto. Pluto pour Pipeline Under the Ocean, oléoduc sous l'océan. C'est une première mondiale. Un tuyau souple, capable de délivrer de l'essence en traversant la Manche. Des stations de pompage sont dissimulées dans de faux commerces ou habitations en bord de mer sur l'île de Wight, au sud de l'Angleterre. 130 km plus loin, sur les côtes françaises, le tuyau est prolongé pour alimenter les troupes. Les Alliés finissent par faire plier les soldats allemands en Normandie après de terribles combats. Les divisions blindées américaines se lancent à leur poursuite. En tête, le général américain George Patton, son légendaire revolver en ivoire à la ceinture. Il veut être le premier à entrer dans Berlin. Vers le 15 août, Patton est sur la Seine. Et on fonce le plus loin possible. Les livraisons en carburant vont-elles suivre l'avancée des soldats? Malgré les moyens considérables mis en place, Patton est trop gourmand. Le ravitaillement par les pipelines fait défaut. Ces blindés tombent en panne sèche. La chaîne logistique américaine n'est pas prévue pour ça. Comment arriver à les ravitailler? Une seule solution, une noria, 2 camions. Les unités logistiques américaines improvisent des convois d'urgence. 5000 véhicules pour apporter le carburant. Une route à sens unique leur est réservée. Le parcours est baptisé Red Bull Highway, en référence aux balises rouges que les chauffeurs doivent suivre. Le Red Bull, ce sont uniquement les fournitures prioritaires. De l'essence, des munitions, des rations. Patton a besoin de 175 tonnes de carburant par jour. 9000 jerrycans. Le Red Bull ne suffit toujours pas. Il tombe à nouveau en panne d'essence. C'est la première armée de l'histoire, avec l'armée britannique, à être 100% motorisée. Ce sont des quantités phénoménales. Il n'y en a jamais assez. Cette fois, Patton est furieux. Il transmet à Eisenhower « Si vous me donnez de l'essence, je peux être à Berlin dans 10 jours. » Il ordonne à ses unités de siphonner quelques réservoirs pour permettre aux chars d'aller un tout petit peu plus loin. Mais il a cette conviction que la victoire était à portée de main et qu'elle est pour lui. Il écrit à son fils. À présent, ma principale difficulté, ce n'est pas les Allemands, mais l'essence. S'ils pouvaient me donner assez de carburant, j'irais où je veux. Eisenhower hésite. Le général britannique Montgomery, plus au nord,
est lui aussi aux portes du Reich. Eisenhower ne s'est pas décidé et a finalement alloué les ressources pratiquement moitié-moitié entre les deux. Et moitié-moitié, ça faisait en sorte que ni l'un ni l'autre ne pouvait vraiment avancer. La guerre du pétrole vise aussi à détruire au plus vite les stocks en carburant des Allemands. Le raid sur Ploesti a prouvé que les attaques contre les sites pétroliers sont meurtrières pour l'économie du Reich. C'est la reprise de bombardements ciblés. Les raffineries sont visées. À partir de mi-décembre, plusieurs raids ont lieu, des raids massifs, et là, la production pétrolière allemande s'effondre. Entre la fin 44 et le début 45, un tiers des bombes larguées par les Alliés visent les 18 sites de production d'essence synthétique. Albert Speer, le ministre de l'économie du Reich, constate les dégâts. Pessimiste, il écrit une note secrète à Hitler. Si ces bombardements continuent, l'Allemagne s'effondrera faute de carburant et sera incapable de conduire normalement des opérations militaires. Les Allemands font des efforts frénétiques pour réparer. Ils mettent des prisonniers soviétiques, des déportés qui sortent des camps de concentration. C'est comme remplir un chaudron qui fuit de plus en plus. En Alsace, la raffinerie de Merkwiller-Pechelbraun fait aussi partie des cibles. Elle produisait 70 000 tonnes de pétrole pour le Reich. Les bombardiers américains vont totalement la détruire. Il y a 3 vagues qui ont largué plus de 2000 bombes de 250 à 200 kilos. Et ce bombardement a quand même détruit la raffinerie à 90%. Pendant 3 jours, ça a brûlé. Et il y a eu plus d'une vingtaine de morts. Début 1945, la production d'essence allemande est divisée par 6. Elle passe de 300 000 à 50 000 barils par mois. Sur le champ de bataille, les pénuries de carburant sont dramatiques. Les véhicules ne sont plus remplacés. Les jeunes recrues rejoignent le front à vélo. Charrettes et chevaux remplacent à nouveau les camions. Quand les Américains s'approchent de Berlin, ils trouvent des avions cloués au sol, en panne sèche. Quand les Américains sont arrivés en Allemagne, ils ont trouvé des champs entiers bourrés d'avions qui étaient abandonnés là parce qu'il n'y avait pas d'essence. Même chose d'ailleurs pour les chars. Le Reich est au bord de la chute. La perte de ses raffineries lui a été fatale. Comment Hitler peut-il mener la guerre sans une goutte de pétrole? Pour les Alliés, États-Unis en tête, la stratégie de siège est une victoire. Cette stratégie est elle aussi efficace de l'autre côté du monde. Dans le Pacifique, les Américains sont engagés dans une autre guerre contre l'Empire du Japon. Là encore, ils utiliseront le pétrole pour les vaincre. Après le bombardement surprise de Pearl Harbor en décembre 1941, les Japonais, en quête de pétrole, se sont emparés des gisements de Sumatra, Java, Bornéo. Ils vont être confrontés à présent à un nouveau défi. Transporter le pétrole à la mer patrie, à travers l'immensité du Pacifique. C'est au Japon que sont les infrastructures de raffinage. C'est au Japon que l'industrie tourne à plein rendement. Mais pour ramener au Japon, il faut des tankers. En 1940, il y a 57 tankers japonais. Ils feront un effort énorme en 1941, ils arriveront à 111 tankers. C'est une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Les pétroliers japonais naviguent sur une ligne de 5600 km à travers le Pacifique. C'est une dizaine de jours de navigation pour ces 111 tankers. Vulnérables, ils vont être la cible des attaques américaines. L'amiral Chester Nimitz, à la tête des forces américaines dans le Pacifique, a identifié ce point faible.
il ordonne aux sous-marins et aux avions de chasse de traquer les tankers japonais. Il veut couper l'archipel de son approvisionnement en pétrole. Début 1945, le Japon n'a plus aucun navire pour transporter le pétrole depuis les zones d'extraction. Il commence à les couler à une cadence telle que les chantiers navals japonais ne sont pas capables de les remplacer. Donc l'artère vers le Japon, elle va être progressivement serrée jusqu'à être totalement coupée en 1944. Désespérés, les Japonais récupèrent même des voiliers pour transporter quelques gouttes de brut. Ils finissent aussi au fond de la mer. Ils sont pris au piège. La marine impériale est impuissante. Elle est immobilisée au bord des côtes. Les cuves de mazout à sec, elle est une cible facile pour les Américains qui détruisent les plus grands navires à leur port d'attache. La partie n'est pas égale. Contrairement à la flotte japonaise, les Américains disposent de 34 navires ravitailleurs maintenus en permanence dans l'océan. Ces opérations en haute mer permettent de maintenir le rayon d'action de la flotte. Les Américains reprennent les îles du Pacifique une à une. La résistance acharnée des Japonais ne peut rien faire face aux énormes moyens de l'armée américaine. En avril 1945, les Américains s'approchent d'Okinawa, au Japon. Ce qu'ils affrontent dépasse leurs prévisions. C'est du jamais vu. Pour économiser l'essence, les Japonais sacrifient leurs avions et leurs pilotes, préparés au suicide. C'est une des raisons qui les amène à lancer les attaques de kamikazes. Ils n'ont pas les réserves, ils ne peuvent pas brûler du carburant pour entraîner les pilotes. Il y a un vol aller, il n'y a pas de vol retour. Donc ça massacre. Ça tombe toutes les 3 minutes. Il y a un avion qui s'écrase. Les pertes américaines sont terribles du fait des kamikazes. Il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont eu très peur. Et ils se sont dit, bon sang, mais c'est quoi ces gars-là, quoi? Les Américains perdent 38 navires et 4000 hommes dans cet ultime sursaut japonais. Ils abattent près de 8000 avions. Le Japon finit sans une goutte de carburant en réserve. Malgré l'aide américaine, les populations souffriront de pénurie pendant de longues années après-guerre. En avril 1945, les Alliés poursuivent leur offensive en Allemagne. Ils filent vers Berlin. L'armée d'Hitler est décimée. Le Führer donne ses derniers ordres, à l'agonie. Vous avez des divisions à 200 hommes, à 300 hommes. Mais même s'il y en a 2000, ce qui n'est pas beaucoup pour une division, ils n'ont pas d'essence, donc ils ne servent à rien. Bah, évidemment, est-ce que ça peut donner? Le 30 avril, Berlin est sur le point de tomber. Dans son bunker, Hitler se suicide d'une balle dans la tête. Dans son testament, il exige qu'on brûle son cadavre. Son chauffeur siphonne le réservoir de sa voiture. Dans la cour du bunker, il répand sur le corps du Führer cette précieuse essence qui a tant fait défaut. Le problème, c'était de l'essence synthétique. Ça brûlait mal, il a fallu faire revenir encore de l'essence. On a fait repartir plusieurs fois. Du début jusqu'à la fin, l'essence a manqué en quantité et en qualité. Victorieux, le commandant suprême des forces alliées, Eisenhower, résume dans ses mémoires ses 6 années de guerre du pétrole contre Hitler. Ces forces avaient du courage, mais ce n'était pas suffisant.
La pénurie de carburant que nous avons provoquée a fait disparaître leur pouvoir de mobilité tactique. Sans pétrole, les forces du Troisième Reich ne pouvaient qu'attendre l'avancée inexorable des Alliés, qui les a anéantis.